Je remercie tous les médias qui l'ont eu, parce que répondent à l'invitation Banque centrale et pour nous échanger autour de conjoncture économique et financière. Et m'a profité pour rappeler que le dialogue avec les médias a pour nous une importance stratégique dans le sens où ils permettent que nous réduisons l'asymétrie de l'information, d'une part, mais d'autre part, ils permettent tout un accompagnement à public là pour une meilleure compréhension de différents enjeux économiques qui gagnent depuis quelque temps et dans une conjoncture assez difficile et la favoriser tout une meilleure compréhension des décisions et des actions de la BRH. Et comme nous avons annoncé dans la communication et direction communication Banque centrale avec les médias, matin, concernant souhaité parler avec nous de derniers développements de la situation macroéconomique et financière et n'a profité tout pour aborder quelques éléments de perspective qui est capable de guider l'interprétation avec analyse que nous avons fait et de différentes décisions autorités publiques prennent et en particulier BRH dans l'exercice missionnaire. Et je ne pense pas que c'est nécessaire pour nous étendre nous trop sur les conditions adverses qui caractérisent la mise en œuvre de politique BRH, vu que moi supposé que nous avons des détails et informations autour de contraintes de manière très détaillée. Même d'avoir quand même rappeler que persistance tension géopolitique au niveau international avec impact que le gain sur les prix internes, resserrement des conditions financières et un point extrêmement important, le durcissement des politiques migratoires dans certains pays partenaires, renforcer, on est capable de dire, vulnérabilité des pays faibles, notamment Haïti, par rapport à la dépendance que pays faibles ont, Haïti gagne de l'importation que nous avons fait pour satisfaire les besoins de consommation, ainsi que en dépendance par rapport au transfert de la diaspora. Donc, à choc externe, et ne pas oublier les chocs internes, dont la situation sécuritaire, qui affectait de manière significative l'investissement, les échanges, la mobilité des facteurs et des biens, et évidemment, tout bagage ça est retardé au retour à la croissance économique. Et néanmoins, par rapport avec toutes contraintes ça, il y a quand même des évolutions favorables que nous avons soulignées. D'abord, même si le taux d'inflation a été très élevé, mais nous avons un processus de désinflation. Si nous comparons les statistiques que nous avons gagnées en novembre 2025, côté que nous étions à 32%, je dis, et nous à 20%. Ça, c'est donné publié par IHSI en mai 2026. Donc, il y a une baisse de l'inflation. Et je connais qu'il y a un peu de monde qui peut dire oui, mais le coût de la vie est toujours élevé. Comment nous sommes capables de parler de baisse de l'inflation? Donc, c'est un baril qui est simple. Baisse de l'inflation, pas veut dire que le prix a baissé, ça veut dire que le prix a augmenté à un rythme qui descend, à un rythme décroissant. Jusqu'à ce que nous arrivions à un moment côté prix même il a baissé et que à ce moment-là les ménagères, les agents économiques peuvent sentir les affaires des dépenses. Deuxième évolution favorable, c'est la stabilité du taux de change. Là, on a parlé de presque 3 ans de un taux de change stable avec une évolution moins erratique par rapport à ça que nous avons gagné avant. Donc, si on prend le taux de référence de la Banque centrale, ou bien le TMA, on a tourné autour de 131 gouttes 50 ou 131 gouttes 10 depuis quelque temps. Donc, c'est une évolution qui est favorable pour la prévisibilité des agents économiques ainsi que décideurs en matière d'investissement privé.
Un troisième élément pour nous souligner, c'est le renforcement des réserves internationales nettes de change. Nous, à environ 1,9 milliard de dollars pendant le mois mai qui s'est passé là. Et pour réserve brute, nous autour de 3,5 milliards. Et ça équivaut à près de 8 mois d'importation. Pas oublier que recommandation Fonds monétaire international en la matière tournait autour de 3 mois d'importation et en matière de disponibilité de réserve brute pour nous capables, et, si vous voulez, et supporter les chocs de la balance des paiements. Nous-mêmes, nous avons 8 mois d'importation qui correspondent à 3,5 milliards de réserves brutes que nous gagnons actuellement. Dans le même temps, et si nous regardons ce qui passe dans le système bancaire, le système bancaire il était résilient, stable, il est assez bien capitalisé et son système tout qui est très liquide. Donc, liquidité sont un élément extrêmement important pour une institution financière, pour une banque d'ailleurs, les pas gagnent. Et c'est aussi un souci qui est capable de mener à la faillite. Indicateurs prudentiels, ils ont été dans l'ensemble en ligne avec les exigences réglementaires et parallèlement, il y a une amélioration dans le taux d'improductif. Nous, et pour le moment, à 8,4%, alors que dans le premier trimestre, là, nous sommes autour de 13%. Et au niveau de moratoire que nous avons accordé à ce système, et sur le crédit et aussi sur l'opportunité pour nous offrir débiteurs système la possibilité pour faire restructuration prêt et c'est à travers circulaire 115.7 là. Donc mesure ça, c'est une mesure qui pas résoudre et précarité situation économique là, mais ils permettent que les institutions financières qui ont un minimum de stabilité parce que ça permet de ralentir détérioration qualité portefeuille crédit et conséquences négatives que le TACAB gagne sur la stabilité des institutions financières. Et si je voulais rappeler quelques chiffres par rapport à moratoire, donc on a allé en 2024-2025. Les mesures ça, mesures moratoires, il était touché près de 225 prêts qui étaient alloués à près de 178 clients. En cours prêt ça qui bénéficié de moratoire là, était autour de 21 milliards de gourdes. Et il faut que nous notions tout que 82% de prêts ça qui étaient objet de moratoire au cours de l'exercice 2023-2024. Donc 2023-2024, 82%, donc soit 209 prêts, et en 2025, nous avons gagné 225 prêts. En 2026, nous avons modifié circulaire et moratoire, sous moratoire, et c'est circulaire 115.7. Et données ont montré que il y a 75 moratoires qui sont actuellement en vigueur et qui concernaient 59 entreprises débitrices, système là, l'exclusion des institutions de microfinance. Donc, nous n'avons pas considéré et les coopératives n'ont pas considéré les institutions de microfinance non mutualistes. Il est important pour nous vraiment faire un petit chita sur ce qui passe dans le système financier, parce que c'est un système qui, jusqu'à présent, en dehors de tout secteur qui est affecté par la crise. Donc, au niveau de la Banque centrale, on a suivi de manière très soutenue, et je pense que tout agent économique, tout investisseur, tout décideur de politique publique est intéressé à connaître ce qui a passé dans le système financier. Et nous continuons au niveau de la Banque centrale, nous avons un directeur de supervision qui est là, avec nous là, avec les missions d'inspection sur pièce et les missions d'inspection et sur place, ça veut dire nous déplacer à l'institution financière pour réaliser des inspections. Et donc, c'est un système que nous fait en sorte qui est en ligne avec le respect des dispositions réglementaires. Et résultat, pas suggérer que nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous avons supposé gagner un souci par rapport avec une crise éventuelle qui est capable de arriver dans le système, puisque
non seulement indicateurs favorables, que ce soit en matière de rentabilité, de qualité du portefeuille capable d'améliorer, de capitalisation, mais en même temps, tout respecter la réglementation. Nous prenons un ensemble de mesures parce que d'un côté, nous assurons que les banques sont en ligne avec la réglementation, avec les dispositions prudentielles à respecter, mais tout, nous pensons qu'il est nécessaire pour un ensemble de l'autre mesure qui a un rapport avec la gouvernance, qui a un rapport avec la protection du système contre les activités criminelles. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs que nous mettons en place pour nous capables de prévenir ce genre de risque. Et en février 2026, la Banque centrale a publié 3 circulaires qui concernaient la gestion saine et prudente des institutions de microfinance non mutualistes. Donc, ça, ce n'est pas bancaire, ça, c'est les coopératives. Circulaire, ça a concerné la gestion du risque de liquidité, la gestion du risque de crédit et une exigence minimale de fonds propres au regard de la couverture des risques. Donc, de la même manière que nous faisons pour le système bancaire là, les institutions de microfinance non mutualistes, donc ce n'est pas ça coopérative, c'est les institutions de microfinance non mutualistes, donc exigence ça appliquée avec eux. Et gain tout la circulaire 129-1, qui lui-même c'est un amendement de la circulaire 129, qui était visé pour harmoniser complètement un texte ça avec les dispositions du décret du 30 avril 2023 qui concerne le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et les armes de destruction massive. Alors, nous dit que le système financier est très important pour nous garder sa capacité là-dedans, il est très important pour nous, même dans la Banque centrale, pour l'autorité financière, l'autorité judiciaire, surveiller sa capacité dans le système pour nous protéger contre les activités criminelles, contre le blanchiment des avoirs, contre les activités de financement du terrorisme. Et donc, c'est dans ce sens-là, nous avons publié le décret circulaire 129-1 qui concerne le blanchiment des capitaux, financement terroriste, armes de destruction massive. Et nous profitons tout et introduire de nouvelles directives sur la mise en œuvre et des mesures de vigilance simplifiées pour identifier comme étant des clients qui ont un faible niveau de risque. Il y a une autre bagaille qui est très important, c'est l'évaluation nationale des risques. Et nous avons avec nous là un membre concernant de l'EM qui c'est un membre important dans le groupe de travail sur l'évaluation nationale des risques. Nous avons son comité de pilotage qui vient pour responsabilité pour évaluer les risques au niveau du système financier noir. Et résultat, ça, nous sommes publié en mars dernier. Et ça a représenté un pas extrêmement important pour que Haïti soit sorti dans la liste grise de GAFI. Et dans ce sens-là, BRH continue à collaborer avec l'autre acteur dans l'implémentation de plan d'action pour que nous soyons capables de sortir de la liste grise GAFI et adapter des progrès considérables que nous avons enregistrés sur 18 actions que nous avons pour implémenter. Nous avons 2 qui sont complètement achevées et il y a 9 qui sont largement achevées. Donc, nous ne pouvons pas compléter totalement. Il y a 6 qui sont partiellement accomplis et il y a une que nous pouvons adresser. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le système financier en termes de résultats, en termes de mesures prises par la Banque centrale pour nous protéger le système, en termes aussi de progrès réalisés dans la sortie de Haïti sur liste grise GAFI. Maintenant, si on a parlé de croissance économique, ça nous est capable de dire, c'est que nous gagnons des anticipations de en croissance négative, encore une fois, et d'ici la fin de l'exercice 2026.
et que ce soit projection qui fait au niveau de FMI, que ce soit projection qui fait au niveau de l'autorité publique, et Banque centrale et ministère de l'économie et des finances HSI, donc nous tourner autour d'une contraction de PIBA qui est située entre 1,5 et 1,7%. Et sur question finances publiques, évidemment, nous devons comprendre qu'avec le ralentissement de l'activité économique, qui c'est base à partir de laquelle l'État est capable de faire des prélèvements, et donc le fait que la situation économique est au ralenti, dernier indicateur IHS ont montré, donc les finances publiques pas permettent que l'État dégage des ressources suffisantes pour capable adresser les besoins sociaux. Et donc pendant où cette yo pas croître à un rythme que yo t'a supposé croître pour adresser besoins sociaux, mais dépenses yo même yo pas tendre, ça crée un gap et nous gagnons un financement monétaire qui est un petit peu désaligné par rapport avec objectif qui arrêté entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, et aussi qui est désaligné par rapport avec engagement programme SMP avec Fonds monétaire international. Et pour ce qui concerne le secteur externe, et encore une fois, nous gagnons un déficit commercial qui a creusé, donc nous à 12,47% parce que nous importons plus que nous exportons, et ça c'est une caractéristique structurelle qui gagne dans l'économie noire. Pour les transferts sans contrepartie, je connais qu'il y a un peu d'inquiétude par rapport avec les mesures migratoires que pays partenaires prennent, que ce soit aux États-Unis principalement ou bien dans d'autres pays, côté nous avons des membres de la diaspora haïtienne, mais qui en Haïti des niveaux de transfert moins importants que les États-Unis. Donc malgré ces mesures de durcissement, nous avons quand même une augmentation des transferts sans contrepartie de presque 16%, 15,5% sur les 8 premiers mois de l'exercice. Ça veut dire de octobre à mai, 15,5% d'augmentation des transferts. Donc ça fait près de 3,4 milliards de dollars. Et on a rappelé que l'année dernière, nous étions autour de 5 milliards de transferts pour l'exercice 2024-2025. Et alors, en termes de perspective, nous sommes d'accord que quelle que soit extrapolation, quelle que soit politique publique que nous avons mis en place pour accompagner l'économie sur le plan financier, mais tout résultat que nous sommes capables de jouer été conditionné avec un environnement sécuritaire qui est très contraignant, parce que il est très difficile pour nos environnements pareils, nous faire des investissements. Et même avec des conditions de crédit extrêmement favorables, il est très difficile pour les agents économiques décider et faire des investissements, surtout dans des secteurs côté zone d'exploitation, et ce sont des zones d'exploitation qui sont exposées à des risques élevés. D'ailleurs, c'est une raison qui expliquait que le système financier gagne un niveau d'improductif qui est élevé, malgré qu'il est en baisse, parce que il y a des entreprises qui gagnent des expositions par rapport à système financier qui ont évolué dans des zones difficiles, par exemple, Croix des Bouquets, ou bien dans certaines zones à Carrefour, etc. Et donc, tout ça que nous sommes capables de faire comme anticipation de résultats de politique que nous allons mettre en place, ça a été conditionné à ça qui va le passer au niveau de la sécurité et des contraintes sécuritaires. Et on dit que pour ce qui concerne la politique monétaire, nous avons toujours évolué, et c'est ça au niveau du conseil là, nous anticiper, c'est ça tout qui sorti dans l'analyse nous. Nous avons toujours adopté jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, une politique monétaire serrée, côté que nous avons un arbitrage difficile entre combattre l'inflation et à créer des conditions favorables à la croissance économique. Donc, il y a certains agents économiques, certains analystes, certains économistes qui ont dit comment fait que
de manière tout à fait atypique que la Banque centrale pas modifier taux d'intérêt alors que nous avons un environnement inflationniste assez, assez contraignant. On a parlé de 20% de taux d'inflation, nous sommes à 30%. Donc la réponse elle est claire. Et premièrement, nous pas juger que l'inflation que nous avons expérimentée actuellement, c'est une inflation qui est d'origine monétaire. Donc, pas gagné une expansion monétaire qui t'a justifié, en tout cas jusqu'à début exercice ça, qui t'a expliqué que nous obligés de modifier le taux d'intérêt pour contrer les effets négatifs d'une quelconque expansion monétaire. Et nous dit dans les communications précédentes que nous avons fait que les tensions inflationnistes viennent essentiellement du choc d'offres avec rupture des circuits d'approvisionnement. Agents économiques n'ont pas qu'à sortir dans un point de territoire là pour aller dans l'autre, donc il y a un impact direct sur les prix relatifs et donc qui aboutit finalement à l'augmentation de l'inflation. Donc des mesures monétaires qui t'a visé à contrer l'inflation et par rapport avec choc d'offre ça, ou risquer non seulement passer à côté, mais ensuite ou t'as rendre la situation entreprise débitrice encore plus difficile puisque à tout ajustement de taux directeur banque centrale, les institutions financières et bancaires font des ajustements automatiques et plus que proportionnels à augmentation taux d'intérêt directeur. Donc c'est rationnel ça qui fait que nous-mêmes au niveau de la banque centrale, nous prudents et nous quimber taux d'intérêt directoriaux inchangés et nous pas prévoir dans le court terme toutes choses restant égales que n'a changé et taux d'intérêt directeur. Et nous déjà parlé pour les éléments de perspective de une forte probabilité de contraction du PIB entre 1,5 et 1,7% et par rapport au fait que les activités économiques sont au ralenti, les zones de production sont inaccessibles et nous déjà presque à la fin de l'exercice fiscal. Donc, même si tu as de nouveaux investissements, les résultats ne seraient pas suffisants pour faire nous sortir dans cette zone de contraction du PIB côté noyé depuis bientôt 8 ans. Et nous anticipons au niveau de la Banque centrale que nous poursuivons avec le processus de désinflation, mais avec un rythme plus faible. Mais une hypothèse qu'il y a avec ça, c'est en supposant que le conflit entre les États-Unis et l'Iran pas mener nous dans une zone d'accroissement du taux du baril de pétrole tel que est capable de gagner des impacts significatifs sur les prix internes. En matière de taux de change, nous prenons des dispositions pour que nous continuions à bénéficier, jouir d'une stabilité de taux de change que nous gagnons depuis bientôt 3 ans déjà. Et comment? Parce que premièrement, nous constituons un coussin suffisant de réserve nette de change qui est capable de permettre nous intervenir en cas de un gap d'offres si tu as gagné des demandes capable de surprenantes ou bien des demandes qui ont un rapport avec des activités de spéculation. Donc, coussin de réserve que nous gagnons permettent que nous gagnons suffisamment de munitions pour nous attaquer à des activités de spéculation ou bien à des augmentations, même si naturelles, de la demande, parce que nous sommes capables de soutenir l'offre. Donc, pas oublier, comme dit nous avons 1,9 milliard de réserves nettes de change. Ça, c'est un premier élément qui permet que nous sommes capables de miser sur une stabilité du taux de change d'ici la fin de l'exercice. Deuxième élément, c'est que nous pratiquons de manière systématique une politique de stérilisation des excédents de liquidité et à travers les bons BRH. Et en même temps, nous continuons avec les obligations qui pas ont un impact direct sur l'assèchement de liquidité, mais en tout cas, ils réduisent l'impatience des agents économiques qui voulu courir à l'acheter dollars parce que sous les obligations BRH, nous avons des rémunérations extrêmement compétitives par rapport avec l'autre placement disponible dans le système. Nous avons 7% de taux d'intérêt nominal sur les obligations et une indexation
et pari passer à toute dépréciation qui est capable de venir sur le taux de change. Donc, gagner un placement dans l'obligation BRH, c'est comme si vous avez gagné un dollar parce que il équivaut exactement à valeur d'un dollar si il y a une dépréciation parce que nous n'avons pas indexé. Mais en plus, je ne crois pas qu'actuellement dans le système, nous gagnons un placement en dollars qui est capable de rapporter 7%. Okay? Donc c'est 7% de taux nominal plus le taux d'indexation par rapport à la dépréciation du taux de change. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui permet que nous anticiper une stabilité du taux de change. Troisième élément, c'est que nous avons surveillé le respect des dispositions réglementaires s'agissant de la manière dont les transferts sont canalisés à travers le système financier. Pas oublier circulaire 114-3, qui ça, la donne, qui ça le fait comme exigence, qui ça le fait en termes de ramener les transactions de change à l'intérieur du système. Parce que c'est en dehors du système que tu as des désordres sur des taux incontrôlés de transactions de change et puis aussi qui te constitue un risque énorme pour le blanchiment des capitaux et des activités criminelles. Et nous poursuivons tout avec un ensemble de projets, dont le projet de la digitalisation des paiements, que nous très avancés avec, et projet tout de représentation régionale de la BRH et dans certains départements géographiques que nous avons identifiés. Nous sommes déjà présents dans le Nord et nous travaillons pour que d'ici la fin de l'année calendaire, nous ouvrions l'autre représentation Banque centrale dans le département du Sud, construction avancée de manière assez rapide. Et même si nous avons des IGCP, mais nous pourrons offrir à la population du Sud les autres services que nous offrons actuellement aux Cap-Haïtiens au niveau du département du Nord. Pour digitalisation de paiement, ça c'est un point que nous devons prêter attention avec, parce que il y a des risques qu'a développé dans le système actuellement, parce que il y a un pile de monde qui prend l'initiative pour offrir des plateformes de paiement sur lesquelles non seulement la Banque centrale n'a pas de contrôle, mais tout par rapport auquel la Banque centrale n'a pas aucune autorisation de fonctionnement. Et je suis capable de citer une dans eux, que je vais décrire des salines banques, et qui offrent des services que la Banque centrale pas contrôlé. Et donc, nous pensons que ça a représenté des risques pour les utilisateurs de services de paiement en ligne. Et nous pensons tout sur un risque par rapport avec l'intégrité du système. Parce que nous ne connaissons pas qui qualité flux financier qui a transité à travers plateforme, à travers banque, comme nous avons dit des salines banques. Nous sommes capables de citer une bonne lot encore, que ce soit agence qui a offert crypto-monnaie, qui a offert stablecoins, banque centrale pour là. Et nous dit que c'est une innovation importante et nous obligés à rentrer là-dedans. D'ailleurs, nous pensons que la facilité en pile bagarre dans l'économie, mais en même temps, il faut que nous ayons un encadrement. Il faut que nous ayons un encadrement au niveau légal pour transactions ça soit capable d'exercer. Alors, nous-mêmes, qui ça n'a fait en attendant? Nous avons un projet, côté le projet de digitalisation des paiements. Et nous permettre en pile agents économiques, que ce soit au niveau du secteur informel, que ce soit au niveau du secteur formel, d'avoir accès à des paiements digitaux. Donc, l'idée, c'est non seulement de faciliter le règlement des transactions, mais diminuer aussi l'utilisation de cash dans l'économie. Nous avons réalisé il y a presque 1 an et demi une enquête auprès de
des acteurs du secteur informel dans 3 régions pays, qui c'est Pétionville, et le marché des cailles et aussi un marché au Cap-Haïtien. Nous avons environ 602 répondants et résultat, service a permettre de nous conclure que, contrairement à ça que nous avons attendre, majorité population, si je regarde composition échantillon, en tout cas, majorité répondant dans l'échantillon, à hauteur de 60%, déjà a utilisé des moyens de paiement mobile, que ce soit à travers mon cash, à travers notre cash, etc. Et plus de 90% intéressés pour utiliser les paiements en ligne. Donc ça, c'est la première étape qui est supposée mener nous dans un système de paiement digital. Parce que là, on prend des décisions, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions qui pas chita sur des données, qui pas chita sur une recherche, qui pas chita sur la réflexion. Qui côté nous est pour le moment? Et là, nous travaillons sur le lancement d'un projet pilote. Et un projet pilote côté à travers soit un QR code ou bien à travers d'autres solutions technologiques, nous permettent aux acteurs économiques de faire des paiements sans ne pas utiliser le cash, mais avec une plateforme totalement sécurisée. Et nous permettons tout dans le projet ça que tout portefeuille électronique est interopérable, est capable de communiquer l'une à l'autre. Parce que aujourd'hui, il n'est pas facile pour un monde qui a un compte notre cash faire un transfert vers un compte mon cash et ainsi de suite vers l'autre plateforme. Et là, on travaille sur une intégration et système de paiement côté toute firme, toute compagnie qui offre services de paiement mobile, qui offre possibilité d'avoir un portefeuille électronique, et bien que vous êtes capable de communiquer l'une à l'autre. Et permettre aussi que le paiement est fait de manière instantanée. Donc, ce n'est pas qu'au fond paiement là et que le monde peut recevoir un paiement ou bien transfert là, tant plusieurs jours avant que vous soit dans le portefeuille ou bien soit dans la banque. Donc, non seulement pour permettre d'intégrer le portefeuille, mais la bonne intégration tout par rapport avec compte que l'agent a gagné dans une institution financière, que ce soit une banque commerciale, que ce soit une institution de microfinance. Et nous parlons souvent de l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Et nous songeons au programme ça qui s'allie. C'est un dispositif que la Banque centrale a mis en place pour essayer les contraintes au niveau de l'octroi du crédit dans le système. Parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas accès à crédit, parce que, premièrement, le crédit est un peu coûteux, cher. Deuxièmement, il y a un ensemble de conditions pour mettre en place qui n'ont pas qu'à besoin. Donc, nous-mêmes, nous sommes venus avec l'agenda monétaire pour croissance et pour nous adresser le besoin de certains secteurs. Et là, il y a une bonne circulaire que nous les circulaires pour croissance, et que ce soit au secteur construction, pour les zones franches, et c'est des circulaires qui en application les secteurs touristiques. Et donc, qu'on est là, au fond là, c'est permettre que nous réorienter le dispositif ça vers les petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, nous gagnons actuellement la version 3 de Booster PME. Et Mme Delem a coordonné et mis en œuvre projet ça. Et là, nous sommes en phase d'exécution. Et nous avons annoncé ça déjà. Nous ne pas fait seulement dans Port-au-Prince, nous avons fait dans plusieurs départements dans le pays. Et nous avons à la fois un volet projet, mais aussi un volet de coaching. Et éventuellement, nous sommes capables d'offrir toute possibilité pour les startups. Ça a commencé par construire un track record en matière de crédit. Et ça veut dire une partie dans l'assistance, c'est dont l'autre partie, c'est un prêt que
pour le rembourser au fur et à mesure. Donc, ça va permettre que le développer une histoire de crédit et du coup, les rentrer dans le système de paiement formel là, et les capables d'enregistrer dans BIC et tout un aspect dans l'inclusion financière. Et donc, je pense que c'est essentiel de l'information que le conseil d'administration Banque Lantée souhaitait partager avec nous. Et nous disponibles pour des questions et que nous sommes capables de nous poser. Donc, nous gagnons c'est RIFA qui va assurer la gestion des questions et réponses. Oui. Merci, gouverneur. Effectivement, tous les médias, journalistes qui ont des questions, nous sommes capables d'identifier nous, qui médias, non, et puis nom et prénom, et poser rapidement questions. Bonjour. Je suis Gentil Gérard Junior, je travaille pour les novellistes. Alors ma question est la suivante. Monsieur le gouverneur, vous avez parlé des recettes qui ne manquent pas, mais il y a les besoins sociaux qu'il faut financer. À partir de là, est-ce que le gouvernement a sollicité la Banque centrale pour le financement monétaire? OK. En fait, dans le cadre du budget qui a été établi pour 2025-2026, il y a une limite de financement monétaire qui était prévue et qui était aussi en lien avec le SMP. SMP1, c'est le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international. Il se trouve que aujourd'hui, il y a un dépassement par rapport avec le plafond ça, qui était en principe autour de 16 milliards de gourdes. Et là, il y a un dépassement temporaire que le ministère des Finances est en train d'adresser pour reste exercice. Parce qu'en principe, d'ici la fin de septembre, nous avons supposé ramener le niveau actuel du financement monétaire et à ça qui était prévoit dans le cadre du budget ou dans le cadre du programme avec le FM. Merci. On a une autre question de ce côté. Merci, M. Osti Renaud, Jean travaille pour Radio Métropole. Gouvernement, j'ai 3 questions pour vous. Et dans la première question, on va permettre, si toutefois moi fait des petites imprécisions, on peut rectifier moi, merci d'avance. Ou expliquer que il y a une sorte de progression qui fait dans l'inflation, c'est-à-dire l'inflation continue faite, mais avec un rythme qui est moins alarmant. Et ou parler tout, ou parler dans le cas d'explication, ça, ou dit que il y a une espèce de progression générale sur le plan macro. Cependant, là nous considérons les chiffres que vous évoquez, et ou évoquez le fait que il y a une stabilité dans le taux de change là, ou évoquez tout, bon, nous avons dit qu'il y a une baisse sous question insécurité, mais pas une nouvelle entreprise qui crée, même si la situation de sécurité là, selon les chiffres des Nations Unies, est toujours très alarmant. Et on dit, dans le comparatif, on dit qu'il y a 5 milliards en 2025 sous devises et transfert de devises, alors que l'année ça, on a baissé. Et puis, on dit, malgré tout, il y a une sorte de progrès que nous constatons, même si vous expliquez. Nous dit, si c'est possible, qui ça qui expliquait le progrès que nous constatons sur le plan macro malgré les chiffres que vous avez? Ça, c'est son premier point. Deuxième question, concernant le financement étranger, à moins de 3 mois de la fin de l'exercice, et comme nous connaissons notre travail en pile avec le ministère de l'économie et des finances, est-ce que BRH a un mécanisme qui permet de contrôler qui couloir financement étranger prend, dans quelle filière yo allé, et puis qui gens yo impacté
situation macro et économique là. Et puis dernière question que me pose au tout gouverneur, c'est concernant plateforme de banque en ligne. Et nous remarquons dans plusieurs succursales de banques, bon citer précisément pour me calculer sous avez dit dans Unibank par exemple, il y a des plateformes tant que Zelle, Cash App, etc. Est-ce que plateforme ça aussi des plateformes à part qui pas entrer dans le dispositif BRH prend parce que le POCO entre dans le schéma ça ou bien est-ce que il y a une dérogation qui est faite pour eux? Merci. Merci. Pour la question de l'inflation et les autres indicateurs, qu'on dit qui est un petit peu quelque part en contradiction avec la conclusion sur l'amélioration du cadre macroéconomique. Alors, ok. Alors, il est clair que nous sommes en situation de récession économique. Et nous avons même dit que les pires que une stagflation, parce que ce n'est pas seulement stagnation, parce qu'on recule du PIB, en contraction du PIB, en même temps, nous gagnons une intensification des tensions inflationnistes. Et donc, les avons regardé IKE que IHSE publié, les avons regardé des entreprises justement qui sont en cessation de fonctionnement et avec certainement des impacts sur l'emploi. Donc, globalement, nous avons une situation économique précaire et il y a un impact sur d'autres secteurs comme le secteur des finances publiques. Nous sommes parlé de l'Italien là. Mais moi, je dis, malgré tout, il y a des indicateurs qui montrent une évolution favorable vers l'établissement d'une série d'équilibres macroéconomiques. Parce que si vous avez, en plus de situation économique, ça, contraction, vous avez un taux de change qui est très instable, très volatile, je crois que c'est encore très aggravant, plus aggravant pour les secteurs économiques déjà en difficulté, pour les ménages, pour les investisseurs, pour les débiteurs. Et en même temps, si nous n'avons pas un niveau de réserve internationale net suffisant qui bat nos outils pour nous contrer des chocs de la balance des paiements, si nous avons un niveau de 350 millions de dollars, tant que nous avons en septembre 2023, eh bien, la Banque centrale sera moins armée pour lui faire face à n'importe instabilité, volatilité, activité de spéculation qui était capable de faire sur le marché des changements. Et donc, nous dit que l'élément, ça c'est des éléments favorables. Parce que l'inflation elle-même, même s'il est élevé, nous dit que il y a une tendance à la décélération. Et il était capable de plus bas que 20% que nous avons en mois de mai, si pas de gain ajustement du prix des produits pétroliers en avril à la suite de l'augmentation générale qui vient sur le marché international. Donc ça, c'est une nuance ça qui gagne en situation macroéconomique globalement difficile avec amélioration d'un ensemble d'indicateurs qui quand même montré en évolution vers la résolution d'un ensemble de déséquilibres macroéconomiques. Les financements étrangers, donc c'est que le ministère de l'économie et des finances mieux à même pour les porter des réponses plus précises sur le couloir des appuis au budget. Et même qu'on est que les agences internationales ont intervenu en pile beaucoup plus dans le financement de projets que dans des appuis budgétaires. Et avec un ensemble de programmes sociaux, mais tout, même qu'on ait des programmes plutôt structurants qui peut-être pas dans le budget de la République en tant que tel, mais qui finançaient des projets tant que le PSG avec le ministère de l'économie et des finances de la Banque mondiale qui ont un volet
assez intéressant sur la création d'emplois, sur l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc, le ministère des Finances a peut-être plus d'informations sur les financements étrangers. Donc, nous supposons parler des appuis au budget. Les banques en ligne, nous sommes sortis déjà, il y a une note publique sur le fonctionnement des banques en ligne. Le fonctionnement en fait, même des banques en ligne, c'est un ensemble d'opérations plutôt limitées, de paiement, parce que il y a d'autres fonctionnalités au niveau de paiement, enfin, banque en ligne, qui est plus global que simple paiement, qui est offert par tant que Cash App ou bien Zelle. Nous dit que tout FSP, fournisseur de services de paiement électronique, que Banque centrale autorisé fonctionner, il y a sur site internet Banque centrale, ou après liste. OK? Et Zelle, ce n'est pas une plateforme que Banque centrale autorisé fonctionner. En principe, Zelle, c'est une facilité de paiement instantané que nous jouons aux États-Unis pour les gens qui gagnent un compte bancaire dans n'importe quelle banque aux États-Unis que le capable d'utiliser. Donc, il se trouve que gagne des acteurs économiques, peut-être en Haïti, qui évoluent en Haïti, qui gagnent des comptes à l'étranger, qui fait des activités de transfert, que ce soit personnel ou bien des activités de transfert qui ont un caractère commercial et qui, en dehors du contrôle banque centrale, tout comme Cash App. OK? Mais, encore une fois, je m'a rappelé que tout FSP, fournisseur de services de paiement électronique, supposé respecter les dispositions réglementaires. Il faut que j'ai une autorisation de fonctionner. Ils ne sont pas capables d'offrir des produits à la population alors qu'ils n'ont pas gagné agrément Banque centrale. Donc là, ils sont exposés à des risques de poursuite, ils sont exposés à toutes conséquences que ça est capable de gagner pour des gens qui violent la loi. Parce que le système de paiement, c'est, si vous voulez, un élément extrêmement important dans l'économie. Et pendant que nous, sous les grises de GAFI, je pense que ce n'est pas le moment, justement, pour des gens à entreprendre des actions qui sont préjudiciables pour la population, préjudiciables pour le pays. Parce que si il y a un incident de paiement, et la Banque centrale n'est pas responsable comme ça. OK? Maintenant, je ne sais pas vérifier effectivement que il y a Zelle et des services Zelle en dedans des banques du système. Ou si tu es une banque, je ne sais pas si c'est vrai, moi-même je ne suis pas au courant, je ne sais pas si le superviseur de la Banque centrale est au courant, même bah ouais. Je ne pas dire banque là un système non, moi dit dans des succursales Unibank et me préciser nous gagner par exemple on ka bay un exemple simple gagne un Unibank qui gagne un kiosque la donne et dans kiosque là il gagne Zelle, il gagne Cash App, il gagne l'autre plate et encore. Maintenant, est-ce que il appartient à la banque là? Je ne peux pas le dire puisque moi je ne pas travailler dans la banque et je ne pas vraiment connaître le système là. Par contre, puisque là-dedans, je me permets de demander, et c'est ça que je préciser dans la question, nous gagnons des kiosques en dedans des banques et nous Non, merci pour précision. Donc, je m'invite la direction de supervision bancaire Banque centrale à regarder ça, parce que nous-mêmes, nous ne parlons pas de ça. Et puis, tellement 83, il y a une kiosque qui marque Unibank. Bon, est-ce que c'est un agent ou est-ce que c'est banque là? Parce qu'une fois, on fait différence là. Il y a des agents et il y a un transfert par exemple. OK?
Unitransfert, tant qu'en pile l'autre institution qui n'a question de transfert, ils travaillent avec des agents. OK? Agents, ça, yo même, yo pas seulement agents CAM, Unitransfert ou bien Capital Transfert et autres, yo gen droit représenter, gen droit travailler avec plusieurs institutions financières. Yo même tu gen droit bailler tête de l'attitude pour offrir un service zèle, etc. Mais ma connaît faut me regarder si oui, bon, alors ça Michel vas-y. Alors, bonjour à tous. Alors, pour me développer faire, il doit tout son espace commercial côté que banque langue un kiosque. Donc, si c'est un dans espace commercial, c'est qu'il doit un autre acteur économique qui offre. Mais quand même, Jean-Gouverneur a dit, nous allons vérifier, mais c'est comme ça tout. Parce que le son kiosque, c'est pas succursale, l'icône en dedans, il y a un espace commercial qui a l'autre business. Et c'est quand l'autre business qui a une plateforme. Mais Jean et le gouverneur Sodia, nous allons faire vérification quand même. Merci. Merci, Maître Delaire, pour précision et gouverneur aussi. Donc, nous allons aller pour une quatrième question avec le national. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Obed Charles, rédacteur journal Le National. Et moi j'ai deux questions. Ok, c'est qui ça qui la cause malgré BRH a fait un pile promotion pour un service sans coût obligation BRH et puis il y a un pile banque dans la capitale là qui pas rendre service ça disponible. Ensuite, par rapport à la pression migratoire, précisément États-Unis qui a annoncé un flot de déportation massive pendant les prochains mois, est-ce que BRH, en pouvant aller avec le gouvernement, déjà analyser quelques outils qui ont aidé l'économie à supporter une éventuelle baisse transfert sans contrepartie dans l'économie, les nous considérer valeur transfert qui représentait un moteur pour l'économie noire, surtout dans le rapport que nous avons avec la diaspora États-Unis. Pour les obligations BRH, nous gagnons des conventions que la Banque centrale signe avec des membres de l'industrie bancaire, donc les membres de l'APB. Mais ce n'est pas un bagage qui est contraignant. Donc, une institution financière qui doit décider que lui-même produit ça, il n'est pas intéressant pour lui et que il pas offrir service de permettre à un client de acheter obligation. Donc, les droit, c'est une décision qui est basée sur des contraintes logistiques parce que gérer les obligations BRH gagne là-dedans tout s'ouvrir un personnel pour dédier à ça et les droit quand même gagner certains détails opérationnels et logistiques qui est trop contraignant qui fait que le va entrer là-dedans d'une part, mais d'autre part les doit trouver que commission qui est associée avec convention de participation à l'obligation pas suffisamment incitatif pour permettre lui offrir service à sous première nous capable pas agir sur lui mais par contre sous deuxième non et nous capable d'annoncer ça publiquement là que nous travaillons sur une révision de la commission associée à activité banque commerciale qui a offrir les obligations BRH. Et pour l'impact des mesures migratoires sur les transferts sans contrepartie, bon, évidemment, on a parlé d'environ 350 000 Haïtiens qui sont concernés par TPS sur un total d'environ 1,5 million membres de la diaspora. Et certainement, 350 000 assez important, mais sur 1 500 000, ce n'est pas quand même la totalité des transferts qui est concernée. Et nous travaillons en Banque centrale sur simulation d'impact que ça est capable de gagner en termes de flux
de transfert qui a rentré en Haïti parce que certainement, il va agir sur l'offre disponible de dollars, la pas agir tout sur capacité et possibilité que le Banque centrale a gagné pendant la dernière année pour renforcer les réserves nettes de change. Ce n'est pas que le Banque centrale a positionné un acheteur qui est en compétition avec les autres acheteurs du marché. Et nous, simplement, c'est des acheteurs en dernier ressort, mais le transfert, et quand même, il a augmenté les disponibilité, lui permettre que nous renforcer les réserves internationales et aider tout dans l'objectif stabiliser le taux de change. Donc, c'est une problématique que nous suivons avec attention. Maintenant, c'est s'ouvrir occasion pour nous réfléchir sur création d'emplois à l'échelle nationale, offrir aux citoyens haïtiens des possibilités pour faire des investissements, pour générer revenus, parce que il y a des Haïtiens qui allaient à l'étranger, c'est certainement à la recherche de revenus, soit pour eux-mêmes, pour famille, etc. Et donc, s'il y a une possibilité pour créer des entreprises, jouer un emploi ici en Haïti, je pense que ça, c'est un élément de mitigation de risque, parce que de toute façon, nous ne sommes pas capables de développer le pays avec une politique qui chita exclusivement sur les transferts sans contrepartie. Donc, il faut créer d'autres sources de revenus. Il faut que nous permettions qu'il y ait une création de richesse en l'économie et en création inclusive. Merci, gouverneur. Parce que nous avons deux dernières questions avant que nous mettions fin à la conférence de presse jeudi. Bonjour, gouverneur. Bonjour, tous les conseillers là. Moi, c'est Hervé Noël. Moi, je travaille pour Radio Télé Kiskia. En fait, nous avons une question avec peut-être deux volets. Je vais essayer, avant tout, de saluer l'intervention, qualité d'intervention matérielle qui est un petit peu éclairé nous sur plusieurs points. En fait, j'ai quelques préoccupations en ce qui concerne et circulaire et BRH publié chaque jour en ce qui concerne l'application. Et par exemple, il y a 130 gouttes pour $1, loi annoncée d'institution, et c'est pratiquement ces différences de droit et qui appliquent. Est-ce que vous avez une explication pour ça en termes de mesures pour capable de redresser ces situations? Deuxième partie, c'est qui concernait et vous parlez de 8e année de contraction économique et consécutive. Et pour année ça, quelques mois de finissement et année fiscale, est-ce que vous êtes capable de nous quelques chiffres et clés et de situation économique et financière pays? Et puis dernière question, quel problème qui gagne avec les pièces de monnaie good? Par exemple, il n'y a pas presque et plusieurs côtés, l'on a acheté, l'on a fait transaction et vous pas les prendre. Quel problème qui pose dans ça? Sur la première question, bon, évidemment, collègues maintenant conseil sont capables de proposer tous des éléments de réponse, sont capables de compléter ça m'a dit. Et sur la question de taux de change, la Banque centrale n'a pas fixé taux de transaction sur le marché. Okay? La Banque centrale tout simplement dit que en J-1, mais ça, taux de change en moyenne par rapport avec toute transaction faite. Et ça veut dire que c'est un indicateur de référence qui permet qu'un acteur économique positionne il peut acheter $, ou bien il peut vendre $. Parce qu'il faut toujours gagner une référence. Et donc, son taux de référence relié, ça veut dire ce n'est pas un taux que la Banque centrale imposé, ni son taux que la Banque centrale lui-même inventé. Il garde toutes les transactions faites sur le marché, parce que il y a un département qui est le département des affaires internationales dans la banque, qui a un service de change. Toute banque commerciale, tout le monde, agent de bureau de change, qui a fait des transactions, il est supposé, vous voyez dans la Banque centrale, toutes les transactions que vous faites avec des détails sur les montants, le taux et les noms aussi. Et là, nous prenons toute information, ça, nous faisons moyenne pondérée, nous taux de référence. Nous dit, mais ça qui est passé sur le marché.
en termes de volume de transactions, en termes de taux avec lesquels transactions ça a été faites. Nous pas dit, c'est par contre, pour paiement transfert, circulaire 114 ans clair sur gens pour nous payer transfert là, par rapport avec référence ça. Parce que avant, il y a un abus qui a été fait sous bénéficiaire de transfert. Pour prendre le débat, on était vraiment totalement mésaligné par rapport avec ça marché en dit. Donc, m'espérer partie ça en clair. Et maintenant, bon, je pense que dans petit échange que nous avons gagné avant que nous avons commencé à poser des questions, nous avons plusieurs éléments de statistiques sur le taux d'inflation. Et nous disons qui est actuellement autour de 20% pour le mois de mai. Bon, c'est faiblesse qui gagne dans disponibilité de données qui fait qu'aujourd'hui, nous en juillet, nous n'avons pas gagné inflation du mois de juin. Donc, nous avons gagné probablement la semaine prochaine. Et nous autour de 20% et nous comparons avec 32% que nous avons gagné en novembre 2025. Donc, c'est ça que je dis que soit mettre son courbe, c'est vrai que 20% de taux d'inflation sont extraordinaires pour n'importe quelle économie, mais soit comparer 2 points ça haut, ils sont en train de arriver dans 20, donc on a une amélioration là-dedans. Nous parlons de taux de change, on dit ça lié, et bon, c'est sûr qu'au même moment, il y a un problème avec transaction qu'a fait, là, on chercher ou à l'acheter en banque commerciale. Et donc, on ne peut pas besoin de taux de référence, c'est clair. Okay? Parce que le taux de référence, c'est pas un taux, c'est une référence que lié. Et nous dit ça lié autour de 131,50, etc. Et qui c'est encore le déficit commercial qui creusait de 12,5%. Et parce que nous importons plus que nous exportons. Et nous avons un déficit structurel. Et ça a des impacts sur le reste de l'économie. Ça a des impacts sur la monnaie. Okay? Et là, je dis la monnaie en termes de qui ça goûte représenté par rapport avec le dollar. Donc, c'est tout déséquilibre qui viennent cristalliser, focaliser dans un taux de change qui est en cours, une variable résiduelle. Donc, qui ça encore en termes de transfert, 3,5 milliards. Mais, M. Renaud Jean, transfert, et les nappes comparées, je ne sais pas si vous posé question, mais les nappes comparées, on dit 5 milliards l'année dernière, mais c'était 5 milliards pour l'ensemble de l'exercice. Mais là, c'est sur les 8 mois. Sur les 8 mois, nous avons 3,5 milliards. Donc, je ne sais pas est-ce que d'ici à la fin de septembre, nous avons gagné suffisamment de flux pour nous compléter 5 milliards ou bien pour nous dépasser. Mais en tout cas, moi-même, je dis nous que dans les statistiques qui sont disponibles dans la Banque centrale, nous pouvons avoir un impact et mesures migratoires sur les transferts. Il y a une augmentation d'environ 15,5% sur 8 points, en fait, jusqu'à d'octobre à mai. D'octobre à mai. Donc, il y a, en fait, on a ici communication, des données pour être partagées peut-être avec nous. Et probablement, on est capable de gagner plus que samedi là, mais sur une question spécifique sur un secteur, et on est capable de soulever des questions. Donc, au gré de ma mémoire, on est capable de avoir des réponses, etc. Bon, pour les finances publiques, nous avons un dépassement par rapport avec ça que tu prévois initialement. Mais moi, je me dis qu'effectivement, il y a un niveau de financement monétaire qui est au-delà de 16 milliards là. Mais c'est un dépassement temporaire que nous espérons qu'il pourra le combler d'ici la fin de l'exercice. Mais évidemment, tout financement monétaire a des conséquences déstabilisatrices pour le cadre macroéconomique d'une manière générale. Good, yes. Et en fait, c'est pas good seulement, c'est à 5 dans tout. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est son bagage qui est difficile pour manipuler les loups. Par contre, il faut comme un petit sac et pièces de monnaie. Et donc déjà, manipulation, il y a un problème là-dedans. Et si vous pouvez l'acheter, il est difficile pour dire vous pouvez prendre tout à d'aucun que vous pour aller faire une transaction. Donc,
l'État plus paraît tant qu'il y a une monnaie d'échange, comme si il y a bon change, etc. Donc, nous, bien intégrer des sentiments de population par rapport avec pièces de monnaie. Nous travaillons sur l'autre formule. Et dématérialisation moyenne de paiement, c'est une bagage qui a aidé nous parce que nous n'avons pas besoin de tout cash ça dans nous, ce n'est pas nécessaire. OK? Et c'est un moyen de paiement, les gens doivent dématérialiser sans que il pas perdu aucune valeur et là plus sécure. Et aussi problème qui gagne dans certaines régions du pays côté cash là pas capable aller puisque pas gain côté pour nous passer pour nous porter en fait. C'est pas banque centrale qui nous porter en général de toute façon, c'est banque même banque yo pas de moyens pour porter pièces sur aller. Donc dans un environnement dématérialisé, ces problèmes de disponibilité de cash physique ne va pas poser et puis il n'a pas adressé des problèmes de sécurité par exemple on a perdu l'argent puisque il y a une wallet, il y a un portefeuille qui est bien sécurisé. Donc et puis peut-être qu'on a travaillé sur l'autre dénomination, c'est possible. Nous avons un projet de travail sur une pièce de 25 gouttes, etc. Donc, mais bon, ça c'est des projets, et pas à très court terme, mais c'est des projets sur lesquels on a travaillé. Déjà, il y a peut-être même des prototypes, mais bon, ça m'a dit un pile de bagages au niveau légal, et avant pour nous faire ça. Yeah. Merci, gouverneur. Et nous sommes censés terminer avec la conférence de presse là, mais avant, nous avons conféré le nouvel liste qui était en éclaircissement. Merci. Je dis merci pour la présentation avec les nouvelles informations que nous avons là. Alors, moi, je besoin de connaître point de vue BRH sur un rapport que la Banque mondiale sorti au mois de juillet. Alors, le rapport là concerne le classement des pays par revenu. Dans le classement, ça, Haïti trouvé le revenu intermédiaire inférieur. Là, nous connaissons pendant l'année qui passée la situation économique, nous, le chômage, emploi, tout ça. Trouvez-nous dans telle catégorie, vous trouvez que c'est un grand honneur parce que je crois que c'est dans la. Alors, c'est un revenu faible, nous, là, revenu intermédiaire. Comment la Banque centrale, ouais, classement ça pour Haïti? Bon, évidemment, sur les 8 dernières années, nous parlons de contraction du PIB. Et ça, bon, son PIB calculé en termes nominal, pas vrai? Enfin, pardon, en termes réels. Mais il y a aussi le PIB nominal. Et c'est Avel, il fait des comparaisons entre les pays, même si on est capable de ramener le tout en termes de son base comparable, en termes de parité de pouvoir d'achat, etc. Et d'autre part, il y a peut-être 3 ou 4 ans, IHSI a fait une modification de la base de calcul du PIB pour intégrer le secteur informel. Donc, il vient faire que vous avez une amplification de PIB, mais qui, dans la réalité, ou pas, ouais, et la capable de sur le plan fiscal, puisque l'État n'a pas de base pour le faire taxation, puisque c'est surtout le secteur informel. Donc, la conséquence, c'est que vous avez un PIB qui gonfle avec des éléments que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de capter, en tout cas dans toute dimension. Et PIB tout sur lequel l'État n'est pas capable de faire des prélèvements puisque c'est dans le secteur informel. Donc ça a des conséquences sur révision et classement Haïti, non seulement par rapport à ce rapport ça, mais dans le classement Haïti parmi les pays IDAO. Parce que il y a un niveau de PIB pour gagner pour faire qu'on cherche un threshold qui fait que on est capable d'avoir accès à on sait de sources de financement. Mais dès pour passer sur ça, donc comme si vous graduez, vous n'avez pas accès à elle encore. Et donc, vous perdez le bénéfice. Bon, je me dis perdu, bon, si le réel, c'est son gain, puisque c'est une graduation. Mais dans le cas d'Haïti, donc il y a
il y a des controverses sur ça, et en termes d'implication, en termes de bénéfices pour la révision du mode de calcul. Bon, et ça, c'est sur le plan de ça bail comme impact sur le revenu. Mais soit regarder le tout par rapport avec la pression fiscale. Avant révision, ça, nous avons gagné une pression fiscale autour de 12%. Et c'est bien ça, Georges. Autour de 12%, mais même avec 12%, nous étions très en dessous de la moyenne de la région, qui était déjà autour de 20% et plus. Maintenant, avec révision, base de calcul PIB, et dénominateur vient gonfler, numérateur n'est pas augmenté puisque l'État n'a pas qu'à faire prélèvement vraiment. Donc, on vient une baisse de la pression fiscale. Là, on va parler de moins de 7%, et qui c'est quand même un indicateur très faible en matière de performance économique que nous obligés à adresser. Et d'ailleurs, que nous sentons le tout dans la pression sur les finances publiques, dans la pression et que le gouvernement gagne par rapport à besoins sociaux, mais que quand même il a géré de manière adroite avec nous connaissons un ensemble de programmes sociaux pour soutenir les populations faibles, vulnérables, etc. Donc c'est difficile. Merci, gouverneur. Et c'est sur cette note qu'on met fin à cette conférence de presse. Donc, merci au gouverneur, M. Ronald Gabriel, gouverneur de l'ABH, qui était accompagné d'autres membres du conseil d'administration, le gouverneur adjoint, M. Georges Henry, le directeur général, M. Mathieu Fortuna et Mme Michel Delerme, membre du conseil d'administration de l'ABH, pour vous présenter cette conférence de presse réalisée ce matin, ce mardi 21 juillet 2026. Donc, merci aux membres du conseil d'administration, merci à tous les médias, tous les journalistes de différents médias qui ont fait le déplacement. Donc, on vous donne rendez-vous à une prochaine